En juillet 1994, la famille Vasconcelos a franchi la frontière entre l'Espagne et la France avec un coffre rempli de valises colorées, une carte pliée sur le tableau de bord et une caméra VHS qui enregistrait chaque étape comme si le monde était un album photo nouvellement découvert. Eduardo Vasconcelos conduisait avec l'assurance de quelqu'un qui avait tout planifié dans les moindres détails. Âgé de 42 ans, ingénieur civil, il organisait même ses vacances avec une méticulosité extrême. À ses côtés, Clara, 39 ans, professeure d'histoire, notait dans un carnet des anecdotes intéressantes sur chaque ville. Sur la banquette arrière, un sphinx Lucas, 12 ans, curieux et turbulent, et Marina, 8 ans. Observatrice et calme se dispute, elle a vu par la fenêtre pour admirer les champs de lavande qui commençaient à se dessiner à l'horizon. La destination finale était Paris, mais le programme comprenait des petites villes, d'anciennes gares et des villages oubliés entre Lyon et Dijon. Clara avait insisté pour que le voyage en train, pour une partie du trajet, rende l'expérience plus authentique. Eduardo avait acquiescé, même s'il aurait préféré garder le volant. Le 14 juillet, jour de la fête nationale, ils garèrent leur voiture à Saint-Rémy-les-Bois, une petite ville de Bourgogne presque invisible sur les cartes touristiques. La galerie locale ancienne, datant de la fin du XIXe siècle, arborait une façade en pierre claire et une horloge ronde qui semblait fonctionner à son propre rythme. D'après les registres de la gendarmerie, la famille Vasconcelos a acheté 4 billets pour Paris pour le lendemain matin. Ils ont été vus pour la dernière fois à 8h17, entrant dans la gare avec 2 grandes valises et des sacs à dos plus petits. Le train est parti à 8h42. La famille Vasconcelos n'est jamais arrivée à Paris. Lorsque Clara n'a pas appelé ses parents au Brésil le jour convenu, sa famille s'est inquiétée. 2 jours plus tard, Eduardo a manqué une réunion importante au travail. Une semaine plus tard, la police française analysait déjà des images floues provenant du commissariat et interrogeait les riverains. La voiture familiale est restée garée au même endroit pendant des semaines. À l'intérieur, il y avait des cartes à noter, des emballages de sandwich et une cassette VHS étiquetée France partie 1. Aucun signe de lutte, aucune demande de rançon, aucune activité bancaire après ce matin-là. L'affaire a fait la une des journaux français fin 1994. Une famille brésilienne disparaît après être montée à bord d'un train en Bourgogne. Les programmes télévisés ont diffusé la dernière image enregistrée. Eduardo tenant la main de Marina tandis que Lucas portait un sac à dos bleu disproportionné par rapport à son propre corps. Mais un détail a failli passer inaperçu à l'époque. Le vendeur de billets a déclaré, des années plus tard, que quelque chose, ce matin-là, l'avait perturbé. Il n'avait pas pu l'expliquer à la police en 1994. Il le sentait, c'est tout. Il a dit que Clara semblait tendue, qu'Edward se retournait fréquemment et que Lucas n'arrêtait pas de poser des questions sur les trains de marchandises qui ne figurent pas sur les cartes. À l'époque, les enquêteurs avaient considéré qu'il s'agissait d'une nervosité courante chez les touristes dans un pays étranger. Faute de preuves, l'affaire a été classée sans suite. Saint-Rémy-les-Bois retrouva son silence habituel. La gare continua de fonctionner avec peu de voyageurs quotidiens. L'horloge ronde continua d'afficher une heure imprécise. 10 ans se sont écoulés. En 2004, où Julien Moreau a pris le service de nuit à la gare. Âgé de 28 ans, méthodique, il appréciait la régularité des horaires de train. Il avait grandi dans cette ville et, enfant, avait entendu des histoires sur la famille disparue. Pour lui, ce n'était qu'une légende locale de plus, une histoire qui venait pimenter un lieu autrement paisible. Jusqu'au soir du 16 octobre. Il pleuvait des cordes. Le vent s'engouffrait par les interstices des vieilles fenêtres de la gare. Le dernier train de voyageurs était déjà parti. Seuls les trains de marchandises sillonnaient encore la région sans s'arrêter. Julien effectuait son inventaire habituel dans le débarras latéral, un espace rarement utilisé où étaient entreposés de vieux outils. Des plaques rouillées et des cartons oubliés depuis les années 1980, la pluie avait causé des dégâts des eaux. Et il était allé vérifier s'il y avait une fuite. C'est alors qu'il remarqua quelque chose d'inhabituel sur le sol en pierre. L'une des dalles près du mur était légèrement déplacée. Rien de perceptible, mais suffisant pour qu'un observateur attentif remarque qu'elle n'avait pas été ainsi auparavant. Julien s'accroupit. Il passa la main le long du bord de la pierre. Il sentit un courant d'air froid s'échapper par une étroite fissure. La station ne comportait pas de sous-sol, selon les plans officiels. Il prit une lampe torche dans sa boîte à outils. Il en inséra la pointe dans la fissure et exerça une pression. La dalle céda de quelques centimètres.
révélant un espace obscur en dessous. Le rayon de lumière perça l'obscurité. Il vit d'abord de la poussière en suspension, puis du bois, et puis quelque chose qui lui coupa le souffle un instant. Un sac à dos bleu, démodé enfantin, doté d'un porte-clés en métal en forme d'avion attaché à la fermeture éclair. Julien s'est figé. Il a reconnu ce sac à dos. Toute la ville le connaissait. L'image apparaissait depuis des années dans les reportages sur la disparition. Il ne s'est pas effondré immédiatement. Aloudicelle, il déplaça prudemment la pierre plus loin. L'espace ressemblait à un tunnel étroit et ancien. Peut-être un vestige d'une structure abandonnée datant de la construction du chemin de fer. Des caisses en bois étaient empilées. Au fond, quelque chose qui ressemblait à du tissu. Son cœur se mit à battre de façon irrégulière et violente. La pluie s'intensifiait dehors. Julien décrocha le téléphone fixe du commissariat. Il hésita quelques secondes avant de composer le numéro de la gendarmerie. En attendant que la communication soit établie, quelque chose attira de nouveau son attention en bas. Le sac à dos n'avait pas été couvert de poussière depuis une décennie entière. Il semblait relativement intact. Comme s'il n'était pas là depuis si longtemps, ou comme si quelqu'un l'avait touché récemment. La ligne a finalement sonné. Julien ouvrit la bouche pour parler. Mais avant qu'il puisse prononcer un seul mot, il entendit un bruit provenant du tunnel, un son métallique. Comme des empreintes de pas sûres de vieux rails, il a raccroché sans s'en rendre compte. Étienne resta là fixant le trou dans le sol de la station. La lampe torche tremblait dans sa main. Et de l'intérieur, pendant une brève seconde, quelque chose refléta la lumière, comme si quelqu'un avait bougé. La gendarmerie est arrivée au commissariat en moins de 20 minutes. Dans des villes comme Saint-Rémy-les-Bois, le moindre mouvement de police après 22 heures se propageait par les fenêtres comme une traînée de poudre. Les rideaux bougeaient, les lumières s'allumaient. Julien resta près de la dalle déplacée, sans rien toucher d'autre. Le premier à entrer fut le lieutenant Armand Lefebvre, celui-là même qui, 10 ans plus tôt, avait été un jeune auxiliaire de police chargé de classer les dossiers relatifs à la disparition de la famille brésilienne. À présent, à 41 ans, il portait le poids discret des affaires non résolues. Le dossier Vasconcelos était encore gravé dans sa mémoire avec une précision troublante. Il a immédiatement reconnu le sac à dos. « Personne n'est descendu ?» demanda-t-il. Les yeux toujours fixés sur l'ouverture, Julien secoua la tête. Armand a demandé une assistance technique et un éclairage adéquat. En moins d'une demi-heure, la petite station était entourée de rubans de sécurité et de caméras. Un groupe électrogène a été installé pour alimenter des projecteurs qui ont illuminé le dépôt comme en plein jour. Lorsqu'ils ont finalement retiré la dalle entière, ils ont découvert une ouverture rectangulaire. Avec un serait en cas solide. Cela ne figurait pas sur les plans actuels de la station. Un ingénieur municipal fut dépêché sur place en urgence. Après consultation des archives, il découvrit que la station d'origine, construite en 1883, possédait un couloir technique souterrain utilisé pour la maintenance et le stockage pendant la Seconde Guerre mondiale. Officiellement, il fut condamné dans les années 1950, mais pas complètement. Armand est tombé le premier. L'air était froid et sec, contrairement à l'humidité habituelle des bâtiments abandonnés. Les parois étaient en pierre brute, portant les marques d'anciens outils. Le tunnel se prolongeait sur une vingtaine de mètres avant de se diviser en deux petits compartiments. Dans le premier, ils ont trouvé des boîtes vides, de vieilles bouteilles et des journaux datant de 1998 1998 ou 4 ans après la disparition. Armand sentit son estomac se nouer. Le sac à dos bleu se trouvait dans le deuxième compartiment. Elle contenait des vêtements d'enfant pliés, un billet de train partiellement déchiré, un appareil photo jetable encore sous blister. Le plastique ne présentait aucune trace de détérioration compatible avec 10 années d'abandon souterrain. « Ça n'a pas été là depuis 1994 », murmura Armand. L'examen Mécol a confirmé quelques jours plus tard que les tissus étaient exceptionnellement bien conservés. On observait une fine couche de poussière, mais aucune trace d'humidité profonde ni de décomposition prolongée. Quelqu'un était passé par là et il ne reste pas beaucoup de temps. Entre-temps, la nouvelle se répandit rapidement. À Dijon, Lyon et enfin Paris, les journaux reprirent l'affaire. Les chaînes de télévision rediffusèrent d'anciennes images. Au Brésil, des membres des familles qui n'avaient jamais obtenu de réponse furent de nouveau interviewés. Clara avait un frère cadet, Raphaël, qui s'était rendu en France en 1995 pour suivre l'enquête.
Il n'a jamais cru à l'hypothèse d'une fuite volontaire, une théorie brièvement envisagée lorsqu'aucune preuve de crime n'avait été découverte. Raphaël atterrit à Paris 2 jours après sa découverte. Armand l'accueillit au poste de police local. Il déposa le sac à dos bleu sur la table. Raphaël passa ses doigts sur le porte en forme d'avion et ferma les yeux. Elle appartenait à Lucas, il ne l'a jamais enlevée. Pendant ce temps, Julien était interrogé officiellement. Ses habitudes furent analysées, relevés d'entrée et de sortie, images des caméras de la station, antécédents personnels. Rien ne laissait présager son implication. Il semblait sincèrement bouleversé. Mais quelque chose le tracassait plus qu'il ne l'admettait. La nuit précédant la découverte, il avait entendu bien plus qu'un simple bruit métallique. On entendit aussi un bruit étouffé, comme une porte qui se ferme au loin. Il n'en avait pas parlé au début, de peur de paraître fantaisiste. Saint-Rémy avait déjà la réputation d'être une ville superstitieuse. Imprégné d'histoires de guerre et de tunnels secrets utilisés par la résistance française, Armand décida d'agrandir le tunnel. Des ouvriers ont retiré une partie du mur latéral et ont découvert que le couloir s'étendait au-delà de ce qu'indiquaient les archives historiques. Un passage étroit, parallèle aux voies, menait à une ancienne voie de garage désaffectée dans les années 1970. Ce détail a relancé un ancien point de l'enquête. Ce matin-là, 1994, où un train de marchandises supplémentaire avait traversé la région en dehors de son horaire habituel. L'information existait, mais avait été jugée sans importance à l'époque. Ce n'était plus le cas aujourd'hui. Armand a relu les anciens rapports. Le conducteur du train avait été interrogé 10 ans auparavant. Il avait déclaré n'avoir rien vu d'inhabituel. Le conducteur du train est décédé en 2001. Un autre nom est apparu dans les dossiers, Étienne Valois. Alors chef de station en 1994, il avait pris sa retraite 2 ans après la disparition et s'était installé à Marseille. Curieusement, c'est lui qui avait supervisé des rénovations non documentées dans la zone de stockage latérale, des mois après la disparition de la famille. Armand a demandé à la mairie l'accès aux anciens contrats. Il y a trouvé des factures vagues décrivant des travaux d'étanchéité structurelle et des améliorations de sécurité. Aucun détail technique n'a été fourni. Entre-temps, l'équipe médico-légale a fait une découverte à l'intérieur de l'appareil photo jetable trouvé dans le sac à dos. Il contenait encore de la pellicule. La publication de ces photos est devenue une priorité. Le laboratoire de Lyon a traité le matériel avec le plus grand soin. 4 jours plus tard, Armand a reçu une enveloppe scellée. Les premières images montraient des scènes de voyage typiques, la campagne française. Une famille souriante, la façade d'une gare. Mais les 3 dernières photos étaient différentes. L'avant-dernière photo montrait Lucas pointant du doigt quelque chose hors champ. Son visage n'exprimait pas de joie. Il paraissait alerte. La dernière image était floue. Elle montrait partiellement l'intérieur de la zone de stockage latérale de la gare. Et arrière-plan, presque imperceptible, la silhouette d'un homme qui observe. Ce n'était pas Eduardo. Raphaël l'a reconnu immédiatement. Ce n'est pas mon beau-frère. L'image a été agrandie numériquement. Le visage était indistinct, mais la posture était claire. Quelqu'un était présent lorsque la famille a immortalisé ce moment. Quelqu'un qui n'a rien à faire là. Saint-Rémy n'est plus seulement un décor. La ville commence à être considérée comme une partie intégrante du mystère. Des habitants de longue date ont été interrogés à nouveau. L'un d'eux a mentionné qu'en 1994, une activité étrange s'était produite la nuit près de la voie de garage désaffectée. Des petits camions, lumière éteinte. À l'époque, ils ont supposé qu'il s'agissait d'un entretien irrégulier. Désormais, chaque détail prenait une importance nouvelle. Inquiet, Julien décida de retourner dans le tunnel accompagné de la police scientifique. En examinant de plus près la section parallèle aux voies ferrées, ils découvrirent quelque chose qui ne figurait pas sur les plans historiques. Une porte métallique renforcée. Trop récent pour dater du 19e siècle, elle était enfermée de l'intérieur. La porte métallique ne figurait dans aucun registre municipal. Il était épais, en acier industriel, avec des charnières internes et une petite plaque manquant. Tout figurerait probablement une identification. Le loquet était verrouillé de l'intérieur, ce qui signifiait que quelqu'un avait dû partir par un autre chemin. Ou était encore à l'intérieur. L'équipe technique a tenté de forcer l'ouverture, mais Armand a ordonné la prudence. Si cet espace était lié à la disparition des Vasconcelos, le moindre détail pouvait s'avérer crucial.
Ils ont fait appel à un serrurier spécialisé de la police régionale. Pendant l'attente, Armand a consulté à nouveau le dossier initial et comparé les dates. Le 15 juillet 1994, soit le lendemain de la disparition, une brève interruption technique a été enregistrée sur la section de voie ferrée près de la voie de garage désaffectée. Explication officielle, une panne du système de signalisation. Durée 37 minutes. Assez de temps pour dételer un wagon. Ou encore, transférer quelque chose ou quelqu'un sans attirer l'attention. Quand la porte s'ouvrit enfin, l'air qui s'en échappa était plus chaud que prévu. Il n'avait pas l'odeur typique d'un lieu abandonné. Il y avait eu de l'électricité là, à Bosse récemment. L'espace qu'ils avaient découvert était plus vaste qu'ils ne l'avaient imaginé. Une pièce souterraine improvisée, aux murs renforcés par du béton récent. On y trouvait une table en métal, de vieux câbles électriques fixés au plafond et des traces au sol indiquant que du matériel lourd avait été déplacé à la hâte. Mais ce qui a attiré l'attention, ce n'étaient pas les objets aux mams, mais l'insonorisation de fortune sur les murs, mousse industrielle. Quelqu'un voulait empêcher les sons de s'échapper. Dans un coin de la pièce, ils ont trouvé des fragments de ruban adhésifs industriels et des attaches de câbles en plastique cassés. Armand n'a pas dit tout haut ce que tout le monde pensait. L'équipe de police scientifique a commencé à prélever des échantillons. Des empreintes digitales partielles ont été trouvées sur la table en métal. Elles étaient trop récentes pour dater des années 1990. Ils ont également trouvé un journal plié sur le sol. Date 3 semaines auparavant, ça a tout changé. L'affaire n'était plus un simple mystère de longue date. Elle était devenue une enquête active. Entre-temps, Julien commença à se souvenir de petits événements qu'il avait ignorés ces derniers mois. 2 nuits avant la découverte, un train de marchandises non programmé était passé sur la voie d'évitement désaffectée. Il avait supposé qu'il s'agissait d'un essai. Il s'aperçut alors que l'enregistrement de ce passage ne figurait pas dans le système central. Quelqu'un avait manipulé le système de contrôle ferroviaire local. Armand a demandé à la SNCF de procéder immédiatement à un audit des anciens systèmes. On a découvert que la voie de garage désaffectée conservait une connexion physique avec la ligne principale rarement utilisée, mais fonctionnelle. Plus inquiétant encore, une consommation d'électricité intermittente a été enregistrée dans cette zone. Souterraine au cours des 6 derniers mois, cet espace était occupé. Raphaël, le frère de Clara, tenait à suivre l'affaire de près. Il commence à interroger les habitants de son propre chef. Une dame âgée mentionna que, dans les années 1990, Étienne Valois, l'ancien chef de gare, recevait fréquemment la visite d'un homme d'affaires local spécialisé dans le transport privé de marchandises. Non, Marcel Duret. Duret a fait l'objet d'une enquête à la fin des années 1990 pour contrebande interétatique, mais n'a jamais été condamné. Son entreprise utilisait des lignes ferroviaires secondaires pour le transport temporaire de marchandises. Armand a fait le lien, un train de marchandises supplémentaire en 1994. Une voie de garage fonctionnelle, une pièce souterraine insonorisée et des rénovations non documentées supervisées par Valois. Mais le lien direct avec la famille faisait toujours défaut. La réponse a commencé à se dessiner lors des analyses médicales de la pièce. Des traces microscopiques de tissu retrouvées sur les attaches de câbles en plastique correspondaient à la composition synthétique courante des vêtements pour enfants des années 19. Rien de concluant. Le résultat du testo-luminol effectué sur le sol en béton s'est avéré plus concluant. Les marques historiques ont réagi. Il y avait des traces de sang. La quantité de sang suggérait une blessure importante, mais pas nécessairement mortelle. Son état de dégradation indiquait que le sang était présent depuis de nombreuses années. Probablement depuis 1994, le traitement de l'ADN a pris plusieurs jours. Lorsque les résultats sont arrivés, un silence absolu a régné dans la salle du commissariat. Compatibilité partielle avec l'échantillon fourni par Raphaël. Il appartenait à la même lignée familiale. Probablement Lucas, l'affaire a fait grand bruit dans les médias internationaux. De nouveaux éléments suggèrent que la famille disparue se trouvait dans une pièce secrète sous la gare française. Les émissions de télévision ont commencé à être diffusées en direct depuis la petite ville. Saint-Rémy, paisible village, est alors devenu l'épicentre des enquêtes criminelles. Et puis une autre découverte a émergé. Lors de fouilles supplémentaires dans le couloir parallèle aux voies ferrées, les techniciens ont découvert un deuxième passage, plus étroit, menant directement à un point caché sous l'ancienne voie de garage. Il y avait des voies auxiliaires à cet endroit.
et des signes clairs indiquant qu'un petit wagon pouvait y être stationné temporairement sans être vu depuis la voie principale. Armand a fait appel à des experts ferroviaires. Conclusion préliminaire en 1994. Il aurait été techniquement possible de détacher un wagon spécifique, de le dévier brièvement vers ce point caché, puis de le reconnecter, le tout en moins de 40 minutes, 30 septembre minutes, exactement au moment de la panne de signalisation. La théorie commence à prendre forme, la famille a Pater été interceptée à l'intérieur même de la gare. Elle aurait été temporairement détenue dans une pièce souterraine, puis transférée dans un wagon isolé et emmenée vers une destination inconnue. Mais cela a soulevé une autre question. Pourquoi? De simples touristes. Aucun casier judiciaire. Aucune richesse apparente. La réponse résidait dans un détail négligé dans la recherche initiale. En 1994, Eduardo Vasconcelos travaillait sur un projet d'infrastructure portuaire au Brésil impliquant une entreprise de logistique française. Une entreprise qui, des années plus tard, fut partiellement rachetée par Marcel Duret. La coïncidence devenait de moins en moins probable. Cette même nuit, Armand reçut un appel inattendu, un numéro privé. À l'autre bout du fil, une voix masculine basse et maîtrisée « Fermez le tunnel. Vous touchez à quelque chose qui n'aurait jamais dû être ouvert. » La communication a été coupée, toi suivi impossible. Armand n'a pas raccroché immédiatement. Car, en arrière-plan de l'appel, avant le silence final, il a entendu un son très particulier, le sifflement lointain d'un train. Ce renseignement anonyme a officiellement transformé l'enquête en une opération à haut risque. Armand a demandé l'autorisation de renforcer la surveillance du réseau ferroviaire secondaire de la région. Des drones commençaient à survoler la portion de l'ancienne voie de garage. Des techniciens ont entamé la surveillance des variations électriques dans les circuits souterrains. Cependant, en apparence, l'ordre était de maintenir une situation normale. Si quelqu'un utilisait encore cette structure, c'est qu'il devait croire qu'elle n'avait pas été entièrement découverte. Parallèlement, une autre piste d'enquête commençait à se dessiner moins visible, mais tout aussi inquiétante. En réanalysant les éléments saisis dans la pièce souterraine, l'équipe de police scientifique a découvert des microfragments de terre piégés dans les fissures du béton récemment démoli. Il ne s'agissait pas d'une terre typique de Bourgogne. Sa composition minérale indiquait une forte concentration de calcaire mêlé à des déchets. Industrielle caractéristique de la zone portuaire de Marstel-Yves-la-Ville où Étienne Valois s'est installé après sa retraite. Armand a discrètement envoyé 2 agents dans le sud. Officiellement, il s'agissait d'un entretien de suivi. Officieusement, c'était de la surveillance. Entre-temps, Julien commença à subir des pressions indirectes de la part de la communauté elle-même. Des commerçants déploraient que la ville soit à nouveau souillée. L'afflux inattendu de touristes attirait les curieux, mais aussi des tensions. Certains habitants de longue date semblaient particulièrement mal à l'aise. Madame Fournier, une institutrice retraitée, a secrètement cherché à retrouver Raphaël. Elle a déclaré avoir entendu, dans les années 1990, des discussions animées à la gare, quelques semaines avant sa disparition des voix d'hommes. L'une d'elles, selon elle, n'était pas française. Raphaël a transmis l'information à Armand. En comparant d'anciens relevés téléphoniques obtenus grâce à une ordonnance du tribunal. La police a identifié des appels internationaux passés depuis la station en juin et juillet 1994, destination Brésil. L'entreprise où travaillait Eduardo. Cela ouvrait une nouvelle possibilité. Eduardo aurait pu découvrir quelque chose avant même sa disparition. Son dossier professionnel a été demandé à son ancienne entreprise de construction brésilienne. Parmi les documents numérisés figure un rapport interne partiellement effacé mentionnant des irrégularités logistiques liées à des contrats français. Le nom Duret apparut dans une correspondance technique concernant des ajustements de charges non déclarées. La théorie du crime aléatoire perdait du terrain. Cela semblait organisé. Mais il y avait une autre couche. En analysant les 3 dernières photos prises avec l'appareil jetable grâce à une technologie de pointe, un expert en numérique a identifié un détail dans l'image floue de l'entrepôt. Dans le reflet métallique d'une étagère, on distinguait une partie d'un symbole, une marque circulaire ornée de 2 lignes diagonales croisées. Armand a reconnu le symbole. Il s'agissait de l'ancien logo d'une division logistique utilisée dans les années 1990 pour le transport de cargaisons industrielles confidentielles impliquées plus tard dans des enquêtes sur le trafic de pièces technologiques à usage restreint pendant la période post-Freud.
si cette gare avait servi de point de redistribution clandestin pour des marchandises sensibles. Les touristes curieux auraient pu devenir un problème. Mais la question centrale restait sans réponse. Si la famille avait été enlevée en 1994, comment expliquer l'activité récente dans le tunnel? La réponse a commencé à émerger à Marseille. Les autorités chargées de surveiller Valois ont signalé un comportement inhabituel. Bien qu'officiellement retraité, il fréquentait assidûment les anciens entrepôts portuaires appartenant à des sociétés liées à Duret. Lors d'une de ces visites, il a été vu en train de se disputer avec un homme plus jeune, identifié comme étant Laurent Duret, le fils de Marcel. Marcel Duret est décédé en 2003, Laurent avait repris l'entreprise. Interrogé officiellement, Valois a nié toute implication autre que des conseils informels. Son alibi pour 1994 était fragile, mais il n'y avait aucune preuve directe, jusqu'à ce que de nouvelles preuves apparaissent. Lors de fouilles plus approfondies dans le deuxième passage souterrain, les techniciens ont trouvé quelque chose de coincé entre de vieilles traverses sous le revêtement, un petit médaillon en or. Raphaël l'a reconnu immédiatement. Il appartenait à Clara, à l'intérieur se trouvait une minuscule photo de leurs 2 enfants. Mais l'objet était trop propre. Aucune corrosion, compatible avec une durée d'enfouissement de 10 ans. La conclusion était inévitable, quelqu'un n'était passé par là récemment. Et il avait tenté de faire disparaître les preuves, mais il en avait laissé derrière lui. Cela a soulevé une question troublante, et si le tunnel n'avait été qu'une zone de transit temporaire en 1994? Et si son utilisation s'était poursuivie au fil des ans, peut-être pas pour retenir la famille sur place, mais pour faire taire toute trace. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, la pression du temps s'accentuait. Les médias ont commencé à s'interroger sur les retards dans les arrestations. Les autres autorités ont exigé des résultats concrets avant que l'affaire ne devienne un embarras diplomatique entre la France et le Brésil. Armand savait qu'il lui fallait quelque chose d'irréfutable. Et puis, une panne inattendue. Julien, en consultant d'anciens dossiers de maintenance récemment numérisés, s'est rendu compte que le système de contrôle ferroviaire de la gare avait subi une mise à niveau partielle en 1999, cependant. Une partie de l'ancien logiciel continuait de fonctionner en parallèle un système fantôme qui enregistrait des mouvements n'apparaissant pas sur le panneau principal. Grâce à une assistance technique, ils ont pu accéder aux journaux d'archives. Des activations brèves de la voie de contournement ferroviaire ont été enregistrées au cours des 10 dernières années, toujours à la même date. 14 juillet, annuellement, précisément le jour anniversaire de la disparition. Chaque année, quelqu'un venait à cet endroit, et il a utilisé le même point caché. La prochaine date était dans moins de 9 mois. Mais Armand ne croyait pas qu'ils attendraient aussi longtemps. Si la découverte du tunnel avait alerté les responsables, ils auraient pu essayer de nettoyer ce qui restait. Ou pire, cette même nuit, une alerte s'est déclenchée dans le système de détection des fantômes. La déviation a été activée pendant 12 secondes, aucun train officiellement immatriculé. Armand a reçu la notification sur son téléphone portable, et avant qu'il puisse réagir, une autre alerte est arrivée. Mouvement détecté dans le tunnel souterrain. L'alerte est arrivée à 2h13 du matin. Armand était déjà réveillé lorsque le téléphone vibra une seconde fois, depuis qu'il avait découvert ce système fantôme. Il laissait le volume au maximum, comme s'il savait que le petit matin allait arriver. Activation confirmée sur la voie d'évitement secondaire. A rapporté le technicien de la SNCF depuis l'autre côté de la voie. Aucun train officiel ne circule sur le réseau. Armand n'a pas hésité. En moins de 15 minutes, 2 véhicules encerclaient discrètement la station. Les lumières restaient éteintes au Consileni. Julien était déjà là, de la fenêtre de son petit bureau. Il avait observé le léger mouvement de l'aiguillage, presque imperceptible pour un œil non averti. Mais il connaissait chaque vibration de cet endroit. Le tunnel était ouvert à la surveillance grâce à des microcaméras installées après les derniers travaux d'excavation. Les images transmises montraient le couloir vide. Donc, du mouvement, la porte métallique du fond, celle qui menait à la pièce isolée, s'ouvrit lentement. Pas de l'extérieur, de l'intérieur. Un homme sortit le premier. Grand, manteau sombre, casquette à visière plate. Juste derrière lui, un autre. Tous deux portaient quelque chose de long et de lourd. Armand regardait la retransmission en direct sur sa tablette dans la voiture. « Attendez », ordonna-t-il aux agents postés près de la bifurcation. « Nous devons voir ce qu'ils transportent. » Les 2 hommes descendirent le couloir d'un pas assuré.
Il n'avait pas l'air d'improviser. Il connaissait le chemin. Lorsqu'ils atteignirent le passage menant à l'endroit caché sous les rails, ils ajustèrent la charge. La caméra a mieux capturé l'objet. Ce n'était pas du matériel. C'était une personne ordre et vive, la silhouette a légèrement bougé. Armand sentit son sang se glacer. Intervention immédiate. Les policiers progressèrent simultanément par l'entrée principale du tunnel et la zone extérieure près du détour. Leurs lampes torches déchiraient l'obscurité. Des cris résonnaient dans les trois couloirs. Les deux hommes laissèrent tomber le corps et s'enfuirent dans des directions opposées. L'un tenta de rejoindre à nouveau la porte métallique. L'autre dévala le couloir parallèle aux voies ferrées. Une brève et violente poursuite s'ensuivit. L'un des suspects fut appréhendé près de la sortie extérieure. L'autre parvint à traverser la voie de contournement et disparut sur la voie secondaire. Profitant de l'obscurité et du terrain accidenté, mais l'attention s'est immédiatement portée sur la personne gisant abandonnée au sol. C'était une femme, extrêmement mince, cheveux gris mêlés à son brun d'origine. Un visage marqué par le temps et par quelque chose de plus profond que l'âge, elle respirait. Julien a été le premier à s'approcher. Lorsque la lampe torche illumina son visage, Raphaël, qui avait insisté pour observer l'opération à distance, sentit ses jambes flancher. « Non !» murmura-t-il. Armand s'approcha lentement. Même après 10 ans, certaines fonctionnalités persistent. La courbe de la mâchoire, la cicatrice discrète au 10 du sourcil gauche, décrite dans d'anciens documents. C'était Clara Vasconcelos de flot vive. Le silence qui suivit n'était pas un silence de soulagement. Ce fut un choc total. Elle était consciente mais désorientée. Ses yeux réagissaient difficilement à la lumière. Ses poignets portaient des marques récentes de contention. À l'hôpital, tout de suite, ordonna Armand. Pendant que les ambulanciers l'évacuaient avec précaution, le suspect capturé a été identifié. Le rendu est le fils de Marcel. Cette révélation a secoué l'enquête comme un tremblement de terre. Clara avait été maintenue en vie pendant 10 ans. Mais où? Et pourquoi? Quelques heures plus tard, à l'hôpital de Dijon, les médecins ont confirmé, et signe d'un confinement prolongé, carence nutritionnelle chronique, manque d'exposition régulière au soleil, cicatrice ancienne et récente. Elle n'a pas parlé, je regardais simplement. Lorsque Raphaël entra dans la pièce, gardant ses distances pour ne pas l'intimider, elle le fixa du regard pendant de longues secondes. Et puis, presque inaudiblement, Lucas, ce furent les seuls mots qu'elle parvint à prononcer avant de perdre à nouveau connaissance. Entre-temps, la police a intensifié ses recherches pour retrouver le deuxième homme qui avait pris la fuite. Les caméras de surveillance autoroutière ont filmé un véhicule utilitaire quittant les lieux quelques minutes après l'opération. À l'intérieur du véhicule, ils ont trouvé des documents falsifiés, des cartes ferroviaires et quelque chose d'encore plus inquiétant, photos récentes de la gare et une chronologie. Le transport suivant était prévu pour le soir même, destination non codée, mais un dernier détail a complètement changé le cours de l'histoire. Parmi les documents saisis chez Laurent figure un ancien rapport numérisé, daté de juillet 1994, signé par Eduardo Vasconcelos. Le document décrivait de graves irrégularités dans des contrats logistiques français liés au transport clandestin de technologies sensibles. Eduardo n'était pas une victime choisie au hasard, il avait découvert quelque chose. Il s'apprêtait à le signaler. La famille n'a pas été kidnappée par hasard. Elle a été interceptée parce qu'Eduardo en savait trop. Mais cela n'expliquait pas tout. Si Clara était vivante, où était Lucas, Marina et Eduardo? La réponse est arrivée quelques heures plus tard. Lorsque l'équipe technique eut entièrement analysé le système de dérivation fantôme, ils découvrirent que le tunnel n'était pas leur destination finale. Ce n'était qu'un point de correspondance. Il existait des enregistrements cryptés de liaisons ferroviaires de nuit menant aux entrepôts portuaires de Marseille. Et dans l'un de ces disques, il y avait quelque chose d'encore plus inattendu. Un nom figurant comme actif transféré. Jusqu'en 2001, code associé, LV12, Armand l'a comparé aux anciens dossiers. Lucas Vasconcelos avait 12 ans en 1994. LV12 n'était pas un code de cargaison. Il s'agissait d'une identification. Et le dernier relevé de transfert n'indiquait pas de dessaut, cela indiquait un déménagement. Clara était vivante, et certains indices laissaient penser qu'au moins un des enfants avait survécu pendant des années. L'enquête ne se limitait plus à la résolution d'un vieux crime. C'est devenu une course contre quelque chose de bien plus grand.
Parce qu'ils ont gardé une femme captive pendant 10 ans. Combien d'autres actifs pourraient exister? La confirmation que Clara Vasconcelos était vivante a franchi les frontières en quelques heures. À Paris, Bralia et Marseille, les chaînes de télévision ont interrompu leur programme. L'affaire, autrefois considérée comme un mystère non résolu, a commencé à être traitée comme un scandale international. La question n'était plus seulement de savoir ce qui s'était passé en 1994, mais aussi comment cela avait pu rester caché pendant une décennie. À l'hôpital, Clara restait sous sédatif sur avis médical. Son corps fragile ne supporterait pas les interrogatoires. Mais son seul mot avant de s'évanouir, Lucas, devint le nouvel élément central de l'enquête. Armand a réuni l'équipe à 6 heures du matin. Sur le tableau blanc, 3 noms restaient encerclés d'Edouard Lucas, Marina, et maintenant, en dessous, une note en rouge, LV12 actif transféré jusqu'en 2001, le suspect arrêté. Laurent Duret a d'abord gardé le silence. Ses avocats sont arrivés le matin même. Mais les preuves matérielles découvertes dans le tunnel, ainsi que le caractère flagrant de l'opération, n'ont plus permis qu'il puisse nier les faits. La première fissure dans sa résolution apparut lorsqu'il apprit que Clara avait survécu. Pendant une brève seconde, il perdit le contrôle de son expression. « Ce n'était pas prévu », murmura-t-il avant de se reprendre. Armand s'en rendit compte, ce n'était pas prévu. Cela signifiait qu'un plan était en cours. Parallèlement, des équipes de police ont encerclé des entrepôts du port de Marseille liés aux anciennes entreprises de la famille Duret. Des mandats de perquisition ont été délivrés en urgence. La coopération entre la police ferroviaire, les autorités portuaires et la gendarmerie a été immédiate. Dans l'un des entrepôts, officiellement désactivés depuis 2002, ils ont découvert des installations souterraines improvisées plus petites que celles de la gare, mais avec une structure similaire, isolation acoustique, système de ventilation indépendant et rails courts pour le transfert interne des marchandises. Il n'y avait personne, mais il existait des archives, des documents physiques partiellement brûlés et un disque dur endommagé. Des experts en numérique ont pu récupérer des fragments, liste codée actifs, tas transfert. Certains noms sont apparus remplacés par des codes alphanumériques. Parmi eux, le LV12, dernière transaction enregistrée décembre 2001, statut reclassé. Le mot était trop ambigu pour être rassurant. Raphaël suivait chaque mise à jour comme si chaque rapport était une respiration retenue. Il oscillait entre un espoir violent et une peur absolue. À l'hôpital, Clara commençait à montrer des signes de reprise de conscience. Les médecins ont autorisé de brefs contacts contrôlés. Armand entra dans la pièce accompagné d'un psychologue spécialisé. Clara ouvrit lentement les yeux. L'atmosphère de l'hôpital semblait la désorienter. Elle fixait le plafond comme pour s'habituer à la lumière constante. Lorsqu'elle remarqua leur présence, elle se dit instinctivement « tu es en sécurité ». Dit Armand en gardant ses distances. Le mot « sécurité » semblait résonner en elle. Au bout de quelques minutes, le psychologue a posé des questions simples non à Neerville. Clara répondit avec difficulté. Lorsqu'on lui a demandé de quelle année il s'agissait, elle a répondu « 1996 ». L'impact fut silencieux. Pour elle, seules 2 années s'étaient écoulées. Un traumatisme prolongé peut altérer la perception du temps, comme l'ont expliqué plus tard les médecins. Le confinement, l'absence de repères extérieurs et les cycles de lumière artificielle en sont des exemples. Mais il y avait autre chose. Quand Armand a discrètement montré à Clara la photo agrandie du symbole logistique trouvé sur l'appareil photo jetable, elle a réagi immédiatement. Respiration rapide de regard intrille. « Utilise ça sur les portes », murmura-t-elle. Porte pluriel. Elle a parlé de couloirs, de chambres, du bruit du train, des correspondances de nuit et d'un mot répété plusieurs fois, projet. Avant qu'elle puisse continuer, elle a subi une crise émotionnelle et a dû être à nouveau sédatée. Entre-temps, la fuite du second tome a commencé à avoir des conséquences politiques. Les caméras de surveillance routière ont indiqué qu'il se dirigeait vers la frontière italienne. Des alertes internationales ont été émises. Mais la révélation la plus troublante est venue de l'analyse financière. Pendant des années, de petites sommes d'argent ont été transférées entre des sociétés écrans liées à la famille Duret et des comptes offshore associés à d'anciens contrats gouvernementaux. Ce schéma laissait supposer quelque chose de plus grave qu'un enlèvement à des fins de représailles personnelles. Cela ressemblait à une opération structurée. Eduardo avait découvert des irrégularités logistiques. Peut-être pas simplement de la contrebande ordinaire.
peut-être le transport de technologies sensibles ou de personnes. Et en tentant de le documenter, il était devenu une menace. La capture de Laurent a commencé à avoir un effet domino. Un ancien employé de la société Duret, ayant pris connaissance de l'information, a contacté anonymement les autorités. Il a confirmé que, dans les années 1990, il existait une division interne dédiée aux opérations spéciales de confinement. Interrogé sur sa signification, il a simplement répondu « résoudre les problèmes humains qui passent inaperçus ». La pression publique s'intensifiait. Le gouvernement français devait faire preuve de contrôle. Mais en coulisses, l'inquiétude grandissait. Si ce réseau fonctionnait depuis des années en utilisant l'infrastructure ferroviaire officielle, combien de personnes étaient au courant? Et qui l'aurait même su? En fin d'après-midi, une nouvelle découverte a une fois de plus changé le cours des événements. Le disque dur, partiellement récupéré, a révélé une vidéo fragmentée. De faible qualité. Données internes, 1998, elle montrait un couloir souterrain semblable à celui de la gare. Et à la ripe, assis sur une chaise, se trouvait un adolescent, mince, mais vivante, cheveux foncés, tenir quelque chose dans ses mains. Lorsque l'image fut agrandie, Raphaël n'eut plus aucun doute, c'était Lucas, environ 16 ans. L'enregistrement s'est interrompu brusquement sans contesti, sans explication, mais cela a prouvé quelque chose d'essentiel, il a survécu pendant au moins 4 ans après sa disparition. Clara était vivante. Lucas a vécu jusqu'en 1998, voire au-delà. Et le code indiquait une activité jusqu'en 2001, l'enquête ne visait plus seulement à trouver les responsables. C'était une course contre la montre pour savoir s'il restait des survivants. Et, plus inquiétant encore, pour savoir si le soi-disant projet était véritablement terminé. L'enquête est entrée dans une nouvelle phase. Elle n'est plus réactive, mais stratégique. Armand comprit qu'ils avaient affaire à une force qui avait survécu pendant des années grâce à sa capacité d'adaptation. Il ne suffisait pas d'exécuter des mandats et d'encercler les entrepôts. Il fallait anticiper leurs mouvements. Il a constitué une équipe spéciale intégrée composée de policiers ferroviaires, d'unités de lutte contre le crime organisé et de spécialistes du renseignement numérique. Pour la première fois depuis 1994, l'affaire n'était plus isolée et était traitée dans le cadre d'un possible réseau structuré. Julien a changé lui aussi. Auparavant, il n'était qu'un employé méthodique d'une station oubliée. Désormais, il était devenu un acteur clé, il connaissait les rythmes, les bruits, les micro-variations des voix ferrées qu'aucun rapport technique ne pouvait saisir. Armand lui a demandé de collaborer officiellement. Julien a accepté, mais pas en tant que spectateur. Il a suggéré une idée simple mais audacieuse, utiliser le système fantôme, lui-même comme appât. Si quelqu'un l'activait chaque année le 14 juillet, il en surveillait probablement encore le fonctionnement. Ainsi, sans le révéler à la presse. L'équipe a discrètement reprogrammé le système pour simuler une instabilité électrique dans le circuit de dérivation secondaire. Un message silencieux. Quelque chose comme « mais c'est toujours disponible ». Entre-temps, Clara entama un lent processus de guérison. Des thérapies spécialisées commencèrent à l'aider à retrouver sa perception du temps. Elle ne supportait pas les espaces clos. Le moindre bruit de train au loin la faisait frissonner. Mais quelque chose en elle restait immuable. Détermine bien, au cours de séances fragmentées, elle a commencé à signaler des schémas. Il ne restait jamais plus de quelques mois au même endroit, toujours souterrain ou isolé acoustiquement, toujours avec transfert de nuit. Elle ne voyait jamais les visages très longtemps, ils changeaient constamment. Mais il a entendu des noms en Biles, Marseille, Turin. Anvers, une phrase répétée par l'un des hommes, c'est un investissement. Cela a changé la compréhension de l'équipe. Il ne s'agissait pas seulement de retenir des témoins. Il y a eu exploitation. Clara a également révélé quelque chose de crucial à propos de Lucas. Il était intelligent observateur. Il posait trop de questions comme ce jour-là à la gare. En 1997, selon elle, Lucas a commencé à être retiré plus fréquemment du lieu de détention. Ils ont dit qu'il avait appris vite. Elle ne savait pas où il l'emmenait. Mais je savais qu'en 2001, un changement soudain s'était produit. Mutation définitive. Séparation. C'était la dernière fois qu'elle le voyait. Ces informations coïncidaient avec le dernier enregistrement numérique de LV12. Armand décida d'étendre la coopération internationale. Si Lucas avait été transporté par voie ferroviaire et portuaire, il aurait pu être acheminé n'importe où en Europe. Mais quelque chose avait changé.
Il ne se contentait plus de poursuivre des traces anciennes. Il provoquait une réaction 3 jours après la reprogrammation du système fantôme. La déviation a été réactive et cette fois pendant 45 secondes plus long qu'avant. L'équipe effectue un suivi en temps réel. Aucun train officiel n'est passé, mais des capteurs thermiques discrètement installés sous les rails ont détecté quelque chose d'inattendu, mouvement souterrain en dehors de la zone déjà cartographiée. Il y avait un autre compartiment, plus profond. Julien, en examinant des plans historiques agrandis, a constaté des incohérences structurelles dans les fondations d'origine de la station. Il y avait suffisamment d'espace pour un 3e couloir caché et non répertorié. Les fouilles contrôlées ont commencé immédiatement. À mesure que les couches étaient retirées, il devenait évident que l'espace avait été scellé récemment, non pas en 1994, mais au cours des derniers mois. Quelqu'un effaçait ces traces. Lors de l'ouverture partielle, ils ont découvert un coffre métallique encastré dans le mur. Il n'y avait pas d'argent à l'intérieur. Il y avait de fausses identités, passeports parmi elles, une publication datant de 2002 comportant une photo retouchée numériquement. Non mais, Louis vite! Mais l'analyse faciale a révélé quelque chose de surprenant. La structure osseuse correspondait à celle de Lucas Vasconcelos à l'âge de 20 ans. Il n'était pas simplement gardé. Il avait reçu une nouvelle identité. Le projet n'était pas qu'une simple prison. Ce fut une transformation d'entraînement jeu classement. Clara, en voyant la photo, resta longtemps silencieuse. Il a alors dit quelque chose qui a changé le cours émotionnel de l'enquête. S'il avait une nouvelle identité, alors il est parti. Ce n'était pas une démission, c'était une question de perception. Si Lucas avait été reclassé et intégré à un système quelconque, il serait pas encore en vie et agirait pas volontairement après des années de manipulation. Cette possibilité ébranla Raphaël, mais cela a renforcé Armand, car si Lucas était vivant sous une nouvelle identité, il y avait une chance de le retrouver grâce à ses activités financières, biométriques ou à son parcours migratoire. L'équipe a entamé un vaste travail de recoupement de données européennes à l'aide de la reconnaissance faciale rétroactive. Entre-temps, la presse a commencé à spéculer que l'affaire dépassait le cadre du crime ordinaire. Des théories commençaient à émerger, mais Armand a su maintenir sa concentration technique. Et puis, aux premières heures du lendemain matin, le système fantôme a enregistré quelque chose d'inédit. Pas seulement qu'on tournait l'activation, mais l'authentification à distance. Quelqu'un a tenté d'accéder à l'ancien logiciel depuis l'extérieur du réseau local. La tentative a échoué, mais elle a laissé une trace d'adresse IP Origine Puit Marseille. L'entrepôt du port a déjà été fermé. Le message était clair. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient suivis et ils réagissaient. Il ne s'agissait plus de traquer les fantômes du passé. C'était devenu une confrontation directe avec quelque chose qui respirait encore. Et, pour la première fois depuis 1994, il était réellement possible que Lucas ne soit pas qu'une victime. Mais c'est la pièce maîtresse de quelque chose de bien plus vaste. La tentative d'authentification à distance depuis Marseille a dissipé tout doute. Le réseau était toujours actif et savait qu'il était surveillé. Armand décida de changer de stratégie. Au lieu de simplement suivre des traces, il mettrait en place un scénario contrôlé. On piège. L'équipe a discrètement informé la presse que le tunnel de la station serait définitivement scellé dans 2 semaines en raison d'un risque structurel. L'information n'a pas suscité beaucoup d'intérêt, mais elle a suffi à circuler parmi les personnes concernées. Si le passage souterrain présentait encore une quelconque valeur pour l'organisation, ce serait l'une des dernières occasions de l'utiliser. Parallèlement, les experts numériques ont progressé dans l'identification du visage figurant sur le passeport de Louis Valette, après avoir filtré les bases de données européennes à l'aide d'algorithmes mis à jour. Une correspondance partielle a été établie avec un homme enregistré comme consultant indépendant en logistique, exerçant son activité entre la Belgique et le nord de l'Italie. Nom actuel Luc Valois, âge approprié. Parcours professionnel impeccable, aucun antécédent. E-spécialisation, optimisation des itinéraires ferroviaires et portuaires. Armand regarda l'écran en silence. Elvex pensées initiales ne semblait pas être une coïncidence. Luc Valois devait assister à une conférence privée sur les transports multimodaux à Lyon dans 5 jours. L'équipe a décidé de ne pas l'arrêter immédiatement. Ils avaient besoin d'une confirmation. Et surtout, comprendre s'il était une victime reprogrammée ou un acteur consentant. Entre-temps, Clara commença à se souvenir des choses avec plus de clarté.
Elle décrivit un processus graduel de séparation émotionnelle imposée aux enfants, répétition des mêmes récits, isolement stratégique et récompense pour l'obéissance. Ils ne frappaient pas toujours, a-t-elle déclaré lors d'une séance. Ils enseignaient. Ce mot pesait lourd. Ils enseignaient. Lucas avait toujours été curieux, intelligent, fasciné par les systèmes. En 1994, où il s'est renseigné sur les trains de marchandises qui n'apparaissent pas sur les cartes. Peut-être ont-ils décelé un potentiel en lui, pas seulement le risque. Marina, en revanche, était différente. Clara révélait que sa fille était restée plus longtemps auprès d'elle. Elle était plus fragile physiquement. En 1999, Marina est tombée gravement malade après un transfert qui a mal tourné. Après cela, le silence. Aucun souvenir précis. L'absence de traces numériques concernant Marina commençait à devenir plus effrayante que n'importe quel code. Quelques jours avant la conférence de Lyon, des capteurs installés dans le tunnel ont enregistré des mouvements nouveaux et plus intenses, contrairement aux activations brèves précédentes. L'alimentation électrique a été maintenue pendant près de 3 minutes. Des équipes tactiques étaient déjà positionnées dans les environs, mais Armand leur a ordonné d'attendre. Il leur fallait capturer non seulement les auteurs des faits, mais commander. Les caméras thermiques ont révélé 3 silhouettes dans le couloir le plus profond, le compartiment nouvellement découvert. Elles semblaient retirer quelque chose de la paroi scellée, un compartiment caché à l'intérieur d'un autre. Lorsqu'ils sont finalement intervenus, il y a eu une confrontation directe. L'un des hommes a été arrêté immédiatement. Une autre personne a été blessée en tentant de s'échapper par les voies extérieures. Le troisième a réussi à s'échapper, mais a laissé derrière lui une mallette métallique. À l'intérieur se trouvaient des documents cryptés récents. Et une chronologie. Date mise en évidence, 14 juillet 2004 Meuse-Procheng. Description, clôture définitive, transfert final. Cela signifiait que le projet était encore en phase active, et ce quelque chose où cette personne devait encore être déplacée le lendemain matin. Armand reçut la confirmation de l'équipe qui s'était infiltrée à la conférence de Lyon. Luc Valois était. Présence, élégance, sûre, articule, il parlait de l'efficacité invisible des chaînes d'approvisionnement modernes. Au cours de sa présentation, il a utilisé une phrase qui a figé Armand lorsqu'il l'a entendue lors de la transmission discrète. Le meilleur système est celui qui fonctionne sans laisser de traces humaines. Reste humain. Cela ne ressemblait pas à une métaphore. L'équipe a réussi à prélever du matériel biologique dans une tasse qu'il avait utilisée lors de l'événement. Le test ADN a été réalisé en urgence. Comparaison avec l'échantillon de Raphaël. Résultat, correspondance génétique compatible avec mon neveu. Luc Valois était Lucas Vasconcelos Maro Vivo, avec une nouvelle identité, et apparemment intégré au même système qui a détruit sa famille. La confirmation pesait lourdement sur chacun. Raphaël dut s'appuyer contre le mur lorsqu'il l'entendit. Clara, informée avec prudence, ferma les yeux pendant plusieurs minutes. Ils lui ont appris à survivre, a-t-il simplement déclaré. Il ne restait plus qu'à découvrir quelque chose de crucial. Lucas était-il piégé à l'intérieur de la structure? Ou bien hypothèse consciemment, la date du 14 juillet approchait. Fermeture définitive. Transfert final. Armand comprit que le point culminant ne se résumerait pas à une simple confrontation avec la police. Ce serait une confrontation émotionnelle, entre passé et présent. Entre identité volée, identité construite. L'opération finale devait coïncider avec le prochain déplacement du détournement. Si le système était réactivé, il serait près de mai. Pour la première fois, un élément différent entrait en jeu. La cible n'était pas seulement un criminel. C'était un homme qui avait été un enfant disparu. Et peut-être retournait-il à la station où tout avait commencé. Le 14 juillet arriva de nouveau, 10 ans jour pour jour après la première activation du système fantôme. La gare de Saint-Rémy-Boyce était silencieuse, discrètement cernée d'agents, de caméras et de capteurs thermiques. L'atmosphère était pesante, mêlant tension et appréhension. Le moindre craquement métallique des rails faisait battre le cœur de Julien plus fort. À 2h07, la voie d'évitement secondaire a été activée. L'alimentation électrique a été maintenue pendant près de 4 minutes. Des caméras internes ont enregistré des mouvements dans le compartiment le plus profond, le même couloir où, des décennies auparavant, la famille Vasconcelos avait été détenue. Puis il a paru. Luc Valois ou Lucas Vasconcelos sortit du tunnel. Grand, athlétique,
Les yeux sombres reflétaient la détermination d'un survivant et la froideur d'un homme contraint de s'adapter. Il portait une mallette métallique, soigneusement verrouillée. Son attitude était calme, calculatrice, presque militaire. Julien, posté près de l'entrée, déglutit difficilement. Raphaël, dissimulé parmi les voitures de police, retenait son souffle. Armand ordonna la prudence, pas de coup de feu, pas d'action précipitée. Lucas restait un fils, un frère, une victime contrainte de survivre dans des conditions extrêmes. LV12 murmure à Armand, gardant sa voix calme, n'essayez pas de vous enfuir. Lucas s'arrêta, sa respiration était maîtrisée. Il regarda autour de lui, évaluant chaque mouvement de l'équipe. Je ne suis plus LV12, répondit-il d'un ton froid, presque robotique. Je suis Lucas, et vous? Vous ne comprenez pas ce que vous m'avez fait. Avança prudemment, tu as été emmené de force. Ta mère et ta sœur ont souffert à cause de toi. Lucas détourna le regard un instant, et une lueur d'émotion apparut dans ses yeux. Mais il reprit rapidement son expression de survie habituelle. À ce moment-là, l'équipe réalisa quelque chose d'inattendu. Il n'était intimidé ni par les armes ni par les agents. Lucas savait à quoi s'attendre. Il connaissait chaque étape possible de l'opération. Et il y avait plus encore, il avait confiance en sa capacité à maîtriser la situation. « J'ai vécu, dit-il finalement. J'ai appris des orques et observé donc et j'ai survécu. Mais je ne vais détruire personne d'autre. » La tension s'est apaisée sans toutefois disparaître. Armand s'est avancé à proposer le dialogue. « Nous avons besoin que vous nous disiez tout. Nous devons sauver ce qui reste de votre famille. » Lucas hésita. Le silence persistait, seulement troublé par le bruit lointain de la gare et le sifflement d'un train au loin. Puis, lentement, il ouvrit la mallette métallique qu'il portait. À l'intérieur se trouvaient des documents, des relevés de transfert, des codes d'identité et de petites notes manuscrites une à une, révélant les détails du projet, auquel il avait assisté et survécu. « Marina, dit-il enfin en mentionnant sa sœur. Ils l'ont gardée ailleurs. Je n'ai pas pu la sauver seule. »« Mais je sais où elle est. » Raphaël déglutit difficilement. « Où ?» demanda-t-il, presque sans voix. Lucas montra du doigt la carte numérique de la station sur la tablette d'Armand Place itinéraire. Code tout était synchronisé. « Je peux les neutraliser. » dit-il bas. « Fait, il faut faire vite. Ils savent que je suis surveillé. Et s'ils découvrent que vous arrivez, il sera peut-être trop tard. » L'équipe a rapidement organisé une action simultanée, envoi d'unités tactiques, coordination des opérations à Marseillais dans les hangars de confinement potentiels. Julien a été chargé de surveiller chaque détail du tunnel et des voies ferrées. Armand devait mener les négociations directes avec Lucas, en veillant à ce qu'aucun blessé ne soit à déplorer. Tandis qu'il descendait le couloir, chaque pas était chargé de souvenirs. Lucas fixait le mur de pierre, se remémorant les ombres, l'isolement, la peur de l'enfance. Mais à présent, il avait le contrôle. Et ce changement émotionnel transforma l'instant en quelque chose de bien plus profond qu'une simple opération de police. Lorsque la porte extérieure s'ouvrit enfin pour intercepter les derniers suspects, Lucas croisa leurs regards. Son expression était sans équivoque, il n'était plus un enfant, plus une victime. Il était un survivant, maître de son destin. L'affrontement final ne nécessita aucune violence, les suspects restant hésitèrent à la vue de Lucas, reflet vivant de leurs propres agissements, qui apparaissait avec assurance et autorité. Sa présence les fit fuir ou se rendre. Puis vint le moment décisif. Julien, Armand et Raphaël eurent enfin la confirmation que tout le réseau avait été démantelé. Les entrepôts furent perquisitionnèrent, les documents saisis. Les preuves étaient là. Et Lucas, par son courage et son intelligence, devint un acteur clé pour mettre fin au cycle qui avait commencé 10 ans plus tôt dans Zlatanan. Le dossier ouvert et les souvenirs du passé encore présents, Lucas regarde à Raphaël, nous allons la retrouver tant votre Marina est vivante. Le soulagement fut immédiat, mais mêlé d'incrédulité. 10 ans de disparition, de secrets, de manipulation, et enfin un espoir tangible. Le point culminant n'était pas seulement la confrontation avec les criminels. C'était aussi la confrontation avec le temps, le traumatisme et la transformation. Lucas était revenu non pas en victime impuissante, mais en protagoniste de sa propre histoire. Après le point culminant de l'opération, celle-ci s'est rapidement étendue. Les entrepôts et les tunnels utilisés par le projet ont été scellés et inventoriés par la police. Des documents, de faux passeports et des relevés de transfert ont été
confirmant que le réseau avait opéré pendant près d'une décennie sans laisser de traces officielles. Laurent Duret et d'autres personnes impliquées ont été arrêtées ou localisées dans différentes régions de France, d'Italie et de Belgique. Désormais libre de toute influence extérieure, Lucas Vasconcelos commença à collaborer avec Armand et des experts pour retrouver Marina. Guidé par ses souvenirs fragmentaires, il identifia des entrepôts secondaires et des itinéraires de transport utilisés les années précédentes. À chaque découverte, des indices sur sa sœur apparurent, des signes de vie, des dossiers médicaux et des traces de déplacement dans de petites villes portuaires. Pendant ce temps, Clara, physiquement affaiblie, commençait à se reconstruire émotionnellement en retrouvant son fils et en voyant que justice commençait à être rendue. Raphaël restait à leur côté, leur apportant soutien et réconfort, et contribuant à la reconstruction de la famille après une décennie de tourments. L'enquête a révélé le rôle de chaque individu impliqué, mais a également démontré que le projet n'était pas un simple enlèvement. Il s'agissait d'un système d'exploitation systématique des victimes, choisies par curiosité ou en raison de leur connaissance des itinéraires, étaient séquestrées et soumises à des manipulations psychologiques. L'ampleur et la complexité du plan ont choqué les autorités et l'opinion publique. La reconstitution de l'histoire familiale et la traduction en justice des responsables ont fait de cette affaire un arrêt de principe pour la législation française sur les disparitions et le crime organisé. Parallèlement, le tunnel de la gare et les entrepôts ont servi de témoins vivants des événements, prouvant que même les affaires apparemment non résolues pouvaient être élucidées grâce à la patience, l'intelligence et le courage. Malgré les cicatrices, un sentiment de justice et un nouveau départ se faisaient sentir. Lucas n'était plus LV12. Clara reprenait des forces. Raphaël voyait sa famille renouer des liens qui semblaient rompus. Marina restait à retrouver, mais l'espoir était désormais tangible. Le monde a assisté au dénouement de l'histoire de la famille Vasconcelos, une disparition mystérieuse qui s'est étalée sur des années, révélant corruption, manipulation et secrets enfouis, mais surtout, elle a démontré que la survie, le courage et la résilience pouvaient triompher même des situations les plus désespérées. Des mois plus tard, Saint-Rémy-les-Bois retrouva son rythme habituel, mais le souvenir de la famille Vasconcelos demeurait vivace. Clara et Lucas reconstruisirent peu à peu leur vie, tandis que Raphaël prenait soin de Marina. Toujours en convalescence dans un lieu sûr, le tunnel souterrain fut officiellement scellé et la voie de garage mise sous surveillance, devenant un symbole de vigilance et de prévention. Lucas, désormais adulte, écrivit ses mémoires, évoquant la survie, l'identité et les choix difficiles. La ville, jadis paisible, était devenue un point de repère pour les enquêteurs et les curieux. Et, dans le silence, la famille apprit que, malgré les cicatrices, les liens et l'espoir peuvent survivre au temps et à l'obscurité. L'histoire de la famille Vasconcelos est un puissant témoignage de courage, de résilience et de la quête inlassable de la vérité. Si ce récit vous a touché, partagez-le avec vos proches afin que davantage de personnes puissent découvrir la force de ceux qui survivent à l'impossible. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre le déroulement d'affaires réelles et d'histoires mystérieuses comme celle-ci, et activez les notifications pour ne manquer aucun épisode. Votre participation est essentielle. Commentez, échangez des hypothèses et contribuez à perpétuer le souvenir de ces histoires qui défient le temps et nous rappellent que la vérité finit toujours par triompher.